Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. On va ensemble découvrir un petit peu de la programmation War on Screen 2023, dont je ne sais plus d'ailleurs, on doit être au 11 ou 12e si ce n'est plus. 11e, effectivement, 11e. Ce qui est déjà une belle performance. On n'imaginait pas au départ, et quand j'en ai parlé à mes collègues de la presse quotidienne régionale et même du cinéma en général, on a un super festival chez nous qui est en train de se construire autour du conflit, de la guerre, etc. On m'a dit, oh là là, ça va pas durer longtemps. Et pourtant, vous persistez. Ça veut dire que déjà, il a su muter au fur et à mesure des saisons. Oui, totalement. En plus, alors, je parle de manière personnelle, mais moi, j'ai rejoint le festival en 2020. Donc, en plus, en plein pendant la crise du Covid, au moment où, pour beaucoup de gens, le futur paraissait assez incertain. Mais en fait, le festival a non seulement su s'adapter, et je pense que malheureusement, il confirme aussi, qui est presque triste d'une certaine façon, à quel point son actualité est plus que jamais brûlante. Alors, on pense bien évidemment à l'Ukraine, aux autres conflits qui nous concernent à travers le monde, et même sur les autres problématiques qu'on peut aborder, et on y reviendra peut-être, notamment sur des questions écologiques. Nous, c'est quelque chose qu'on aborde depuis pas mal d'années déjà maintenant. On voit que ça a aussi sa place et ça a son importance, et donc je pense que oui, effectivement, depuis ses premières sessions, le festival a su toujours aussi bien s'ancrer dans le département de la Marne et dans son histoire, mais aussi vraiment arriver à en faire encore autre chose pour parler de manière beaucoup plus universelle de ce qu'est la représentation du conflit au cinéma. Ouais. D'ailleurs, il a même un peu débordé sur le conflit au sein de la famille, ou en général, quoi. C'est vrai qu'en fait, on parle beaucoup de conflits, plus sur la question de la guerre, mais aussi potentiellement de ses conséquences. Mais c'est vrai que c'est des conséquences qui peuvent être plus intimes, plus sociales. Ça peut effectivement concerner des questions de famille, d'idéaux. Il y a toujours, on essaie de garder cette intimité-là, mais qu'elle ait toujours quand même un raccord avec quelque chose de social. Ouais. Mais ça peut effectivement concerner des questions d'immigration, des questions de mal-être, par rapport à son identité, par rapport à son pays, à beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vrai que effectivement, on se rend bien compte de toute façon quand on fait nos sélections aussi que des fois la frontière qu'on aimerait donner au sujet est finalement beaucoup plus floue qu'il n'y paraît. Ouais. Alors c'est vrai que les conflits, vous dites l'Ukraine, la Libye, l'Afghanistan aussi, le Darfour, je sais pas s'il y a encore, on en parle moins, mais sans doute qu'il existe encore. On s'aperçoit qu'en fin de compte, la planète est constamment en ébullition d'un point à un autre. Alors, il y a ces conflits qui apparaissent plus que d'autres. L'Afrique aussi, qui en ce moment bouge beaucoup. Et puis, il y a ces petits conflits. On parle même demain de l'Arménie et de Kadjatchan, je crois, à côté. On voit qu'on n'en a pas fini. Ça veut dire que faites des films, pas la guerre, qui est repris de ce slogan hippie, c'est une utopie quelque part. Ça, je saurais pas forcément trop le dire, peut-être. Surtout dans l'époque qu'on traverse. Après, ça concerne peut-être mon opinion, pas forcément le reste de l'équipe, mais je pense qu'en tous les cas, l'art, le besoin d'être là pour accompagner, pour documenter, mais aussi justement pour perpétuer cette utopie-là, parce que même si elle en est une, on en a besoin. Il faut impérativement qu'on protège ça et qu'on prône un message évidemment de paix au maximum, malgré la complexité de la situation. Et je pense que c'est aussi ça, aussi cette valeur-là qu'a l'art et qu'a le festival pour nous, c'est que ces conflits-là peuvent être parfois très complexes à appréhender, et que derrière cette idée de paix, il y a aussi toute la complexité à aborder, et ne pas juste tracer une ligne entre noir et blanc qui serait un peu trop binaire. Ouais. Tu sais, on le verra, mais on peut préciser que c'est pas un festival hippie par rapport à cette phrase. C'est une plaisanterie, j'essaye de détendre l'atmosphère. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit que la programmation a évolué, va chercher des films qui sont de plus en plus, de moins en moins dans des niches un petit peu reculées. Ça veut dire qu'au début, les distributeurs avaient un peu de mal à vous donner leurs films en se disant, bon, où va le festival, et que depuis, il a quand même acquis une certaine notoriété. Moi, je vois aussi que ce discours du début, qu'on disait en début d'émission, a bien changé par rapport à aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est dans le paysage des festivals en général, et qu'on vous fait même des propositions. Ah oui, totalement. Et puis nous, on suit vraiment un spectre beaucoup plus large de films qu'au début, parce qu'on fait beaucoup de cinéma de patrimoine, donc un retour sur des films plus anciens autour de certaines thématiques. Mais c'est vrai que du point de vue de notre compétition de long métrage et de court métrage, et même depuis quelques années, on a mis en place une nouvelle section qu'on appelle Perspective, qui nous permet de revenir sur des films
qui, à nos yeux, ne pouvaient pas forcément être en compétition parce que des fois, ils venaient de cinéastes très très affirmés et notre compétition est plutôt sur des jeunes cinéastes émergents et ou sur des films qui venaient tout juste de sortir ou qui s'apprêtaient à sortir, donc on ne voulait pas non plus mettre en compétition pour ces raisons-là. Et de plus en plus, ces sections-là sont remplies de films très attendus, de films très importants et de très belles propositions de genres très divers. Donc on est évidemment que l'évolution du festival a fait que maintenant on est sur la carte. Et puis même il faut rappeler qu'il est né avec 14-18, donc était sans doute dire la moins marrante des guerres, mais encore qu'aujourd'hui on pourrait se poser la question. Donc il est né avec ça, avec ce lourd passé qu'est cette guerre, et aussi la façon dont on faisait des films à l'époque, qui était plutôt dur, et qu'aujourd'hui, on a bien dépassé ce cap. Oui, totalement. On a totalement passé ce cap, et maintenant, de toute façon, cette histoire-là aussi est toujours aussi primordiale dans cet héritage-là et dans l'héritage du festival, mais ça l'a largement dépassé, et on a plein d'autres pentes de cette histoire qui se retrouvent maintenant dans le festival. Oui, complètement. Il y a aussi, moi je trouve, des nouvelles catégories qui apparaissent. Moi j'ai l'impression que peut-être sur les 3, 4 années, 5 premiers, le festival se cherchait ses thématiques, cherchait ses catégories. On a l'impression qu'aujourd'hui il a trouvé son rythme et ses espaces d'expression, et notamment avec, je ne sais pas si si elle était l'année dernière, j'en suis pas sûr, ou avant, c'est l'histoire d'un pays à travers le cinéma, ce qui est énormément intéressant. Il y a un film quand même que vous auriez pu mettre, c'était La naissance d'une nation, puisque le pays c'est les États-Unis. Après c'est un film muet qui est complexe et qui traîne avec lui une certaine odeur qui n'est pas de sainteté. Et en l'occurrence, on a hésité à le mettre. Je crois qu'il y avait aussi des questions de diffusion. De droit, peut-être. Peut-être. J'en suis plus certain, pour être tout à fait honnête, parce que c'est plus certains de mes collègues qui sont occupés de cette section-là. Mais c'est vrai que typiquement, on aime bien prendre des événements historiques, voire des anniversaires. Donc là, en l'occurrence, l'anniversaire du discours de Gettysburg par Abraham Lincoln, qui a motivé effectivement cette sélection autour du cinéma américain. Effectivement, on aime beaucoup aborder l'histoire d'un pays, parce que justement, en fait, le cinéma permet très souvent à certains territoires de vraiment revenir sur leur histoire et de l'interroger. Et là, en l'occurrence, le cinéma étant ancré dans l'histoire de l'Amérique, c'est assez passionnant de voir comment il y a une évolution du western jusqu'à maintenant pour parler de tout ça. Ouais, avec quand même une belle programmation, et souvent parfois ce qu'on peut reprocher à certains festivals, c'est d'avoir des films qui sont sortis il y a pas longtemps, et donc du coup qu'on a vu cette année, et là on a des films plutôt même qu'on a envie de revoir sur grand écran. Je pense au Spike Lee Blacksman, je prononce mal, à ce magnifique, moi c'est un de mes films préférés, Dans la chaleur de la nuit, avec un Sidney Poitier qui marque aussi d'ailleurs la présence du cinéma noir aux États-Unis à cette époque. C'est un des seuls acteurs noirs, je crois le seul d'ailleurs à avoir un Oscar à un moment donné. Après ça va bouger avec Denzel Washington et Spike Lee qui milite beaucoup, et plein d'autres. Et puis il y a Glory, et je ne suis pas I am not your negro, je crois, je ne suis pas un qui est un documentaire là aussi fabuleux. C'est une belle programmation. Ça, c'était votre partie, ou vous êtes intervenu sur d'autres programmations? En l'occurrence, moi, je suis plus revenu sur la programmation sur l'environnement cette année. Comme je le disais, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, parce que c'est aussi l'environnement et les questions environnementales sont aussi un enjeu assez majeur sur des questions de territoire, et donc de conflits aussi entre des populations et notamment aussi des grandes corporations. Et là, cette année, on a voulu un sujet très différent. On avait fait l'Amazonie l'année dernière, qui était évidemment au cœur de l'actualité aussi avec les élections au Brésil. Mais là, on a décidé de se tourner vers le nucléaire civil, parce qu'on s'est rendu compte en fait que quand on pense nucléaire, on pense évidemment à la bombe nucléaire, mais que le nucléaire civil, notamment via les centrales, était finalement très important, et que c'était quelque chose qui était très peu étudié ou analysé. Et dans le cinéma, il y a finalement assez peu de films qui reviennent là-dessus, si ce n'est d'éternels documentaires sur Tchernobyl ou Fukushima.
mais qu'il y avait des films qui, bien avant ça, comme Le Syndrome chinois, par exemple, qui est sorti en 1979, qui revenait sur les risques, en fait, bien avant que Tchernobyl, que les événements de Tchernobyl n'arrivent, étaient déjà à s'interroger sur les risques des centrales nucléaires et la potentielle catastrophe que ça pouvait représenter. Et du coup, on est très content de la sélection là-dessus, parce qu'on a des films très divers, comme Grand Central de Rebecca Zlotowski, qui est un très beau film sur des jeunes ouvriers qui sont justement contraints de travailler dans les centrales en France. Et je suis très content qu'on ait pu mettre un film qui est très rare à trouver, qui est un documentaire qui s'appelle Into Eternity, oui. Qui est un film finlandais qui en fait explique comment les Finlandais envisagent de garder leurs déchets nucléaires qui subsistent pendant 100 000 ans. Et donc, comment on fait pour créer une structure qui puisse garder des déchets nucléaires pendant 100 000 ans, en espérant que d'ici là, des civilisations futures ne souhaitent pas ouvrir cet abri qui renferme ce poison, ces déchets. Ce poison. Donc, comment on se préserve de ça et comment on préserve les générations futures de ça. C'est assez vertigineux comme film. Y compris d'ailleurs un film qui va ravir plutôt le public jeune, c'est Hacker, qui lui est un blockbuster. Voilà, exactement. C'est aussi pour ça qu'on aime bien un peu équilibrer les forces. Comme ça permet aussi d'avoir des films assez divers. Effectivement, Hacker était aussi pour avoir un film plus contemporain que Le Syndrome chinois du côté américain. Et qui est un film que moi je trouve absolument passionnant, donc il avait toute sa place ici. Puis qui est passé un peu, je dirais pas inaperçu, mais qui a pas eu forcément le succès qu'il méritait, je trouve. Totalement, et c'est pour ça aussi que moi j'aime beaucoup Michael Mann, et c'était l'occasion de le remettre en avant, parce que c'est un film assez mésestimé dans sa carrière, et c'était l'occasion de le remettre ici en avant. Mais on voit qu'à programmation, on va revenir avec... D'ailleurs, j'étais hier pour la promo du film, avec le film d'ouverture, qui est un film que je trouve... que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, et qui montre en même temps, au-delà, j'allais dire, de la thématique, une jeune génération. On en parlait avec Thierry Caillet hier, il s'agit de Règne Animal, qui fera l'ouverture. On en parlait avec lui. Et puis avec Acide, que j'avais fait la semaine d'avant, il y a une jeune génération de réalisateurs, réalisatrices qui se confrontent à des sujets et à des films beaucoup plus profonds, beaucoup plus construits. Et là aussi, Caillet, Filippo pour Acide et d'autres qui mélangent les genres. C'est-à-dire qu'on a dans ces films-là à la fois un regard social et un regard un peu plus apocalypse, plus fantastique, ou même apocalypse pour Acide. Et ces deux-là sont des échos à l'histoire sociale qui se passe à l'intérieur. Et ça, je trouve que cette jeune génération qui sort en général de la Fémis est une génération extrêmement prometteuse et qui révolutionne, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on a le nez dedans, mais le cinéma actuel. Totalement, je suis entièrement d'accord. Et Le Règne Animal, en l'occurrence, fabuleux. On est plusieurs du comité de sélection à l'avoir vu lors de sa présentation à Cannes, et on a tout de suite su qu'on le voulait, notamment pour quelque part dans le festival, et on trouvait que l'ouverture était assez idéale pour ça, puisque c'est un film qui est effectivement très accessible, je pense, via son côté cinéma de genre, entre guillemets, mais au final, il est tellement plus que ça, et il est, je trouve, à la fois techniquement extrêmement réussi et somptueux, mais en plus il comporte, je trouve, une profondeur thématique et narrative qui est tout à son honneur et que je trouve assez admirable. Donc on était très content de pouvoir la voir en ouverture. En gros, c'est ce qu'on disait hier avec le réalisateur, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'émancipe. C'est ça, c'est totalement ça. Et c'est d'ailleurs une thématique qui nous revient souvent, parce que effectivement, on voit que beaucoup de cinéastes assez jeunes interviennent sur des questions de conflit, et que ce soit dans la compétition ou justement dans Perspective, on a beaucoup de personnages assez jeunes, et on trouve que c'est aussi important parce que ça permet pour un public plus jeune qui viendrait voir les films, on a beaucoup de collégiens et de lycéens qui viennent au festival. Avec leur classe, on trouve ça aussi important qu'ils puissent se reconnaître dans ces personnages-là, et des fois dans des situations que eux n'ont pas vécues, et qu'on espère ils ne vivront jamais, mais qui
peut mettre en perspective beaucoup de choses. Et on sait que ça aide aussi à l'identification et c'est très important pour nous. Et puis ça va ravir, je crois que c'est les pécistes qu'on dit, ceux qui sont pour la cause animale, et c'est ce qu'on disait aussi avec le réalisateur, il y a ceux qui pensent que l'animal a une conscience, j'appartiens après, peut-être pas jusqu'au boutiste comme certains, et ceux justement qui sont un peu jusqu'au boutiste et qui disent que de toute façon on finira par être un animal un jour ou l'autre. Oui, voilà. C'est un peu exagéré, je trouve. Je pense qu'il faut vivre en bonne connexion. Et puis alors, vous terminez par un film d'animation. Alors là, je dirais, je vais être un peu provocateur. Vous n'avez pas été aussi gonflé que le Cinémed à Montpellier, qui lui l'a mis en ouverture. Vous parlez de quel film, pardon? Je parle du film d'animation sur le jazz. Des Shots de Piano Player. Ouais, alors c'est peut-être pas celui qui fait la clôture, alors. Non, c'est pas celui qui fait la clôture, parce qu'on a le Ken Loach qui fait la clôture. Oui, c'est ça, ouais. Justement, en fait, on voulait lui donner une belle place à Des Shots de Piano Player, donc on l'a mis le samedi, le dernier soir, en belle séance du soir, parce qu'on y tenait beaucoup et on aime beaucoup le film. Ouais. Et en l'occurrence, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce film-là, donc on est très content de l'avoir. Et en l'occurrence, c'est plus que Des Shots de Piano Player est un peu à la lisière de plusieurs de nos thématiques, c'est-à-dire qu'à la fois, il est justement en perspective, il n'est pas en compétition, mais on tenait à le mettre en perspective. Et on a une autre sélection qu'on met en place tous les ans maintenant, qui nous tient aussi très à cœur, qui s'appelle Rock and War, où maintenant qu'on varie un peu plus sur Art and War, et donc sur cette connexion entre l'art et la question de la guerre et du conflit, et comment des films parlent d'art pour justement traiter cette question du conflit. Et il a une place évidemment centrale dans cette sélection-là, en parlant effectivement de la bossa nova et de la vie de cette musique-là à l'orée de la dictature argentine de l'époque. Ouais, c'est un très très joli film. Ouais. Et puis le Ken Loach, c'est vrai que j'avais oublié que. Alors, est-ce qu'on aura un Ken Loach ou pas? Je ne sais pas. Qui sera présent, non. Ouais, Et on tenait à ce que son film fasse la clôture du festival, parce que ça aussi, d'un point de vue social, on trouvait que le film avait tout à fait sa place dans le festival et en clôture, et c'était aussi très cohérent pour nous de l'avoir là. Et puis un militant quand même assez visionnaire. Totalement. Moi, je pense. Et son film là parle vraiment de la question plus de l'immigration, donc c'est un des sujets qui nous intéresse aussi, comment des questions de guerre pour nous lointaines, puisque ces personnages immigrés syriens viennent dans ce petit village anglais, effraient la population locale qui pense être dépossédée de son territoire et de sa culture, parce que, alors que évidemment des réfugiés viennent fuir l'horreur de leur pays, et comment au final il y a un semblant de communauté qui peut essayer de se construire dans cet espace-là où finalement tout le monde est désœuvré pour des raisons différentes. Ouais, qui ont les mêmes douleurs. Mais je crois que ça revient souvent dans ces thématiques et dans ces films. C'est un sujet qui nous tient à cœur, quoi. Puis je trouve que c'est bien de mettre Ken Loach. Alors je sais pas, je dis ça mais peut-être qu'il était venu aussi dans les invités, parce que vous avez aussi de nombreux invités prestigieux, dont Tavernier et alors peut-être Schlöndorff cette année. Oui, c'est ça. Et Schlöndorff cette année qui sera notre invité d'honneur, donc qui, comme en plus c'est un cinéaste qui a vraiment une la guerre est une de ses problématiques. Voilà, donc c'était pour nous aussi, c'est un nom qui est venu assez vite dans notre liste et on a très vite décidé de le contacter pour lui proposer du coup d'avoir une rétrospective et une masterclass, donc qui sera autour de son film Diplomatie le jeudi soir, et on est très heureux de l'avoir avec nous parce que effectivement on avait déjà passé certains de ses films d'ailleurs par le passé durant le festival, donc ça ne semblait que logique de l'avoir à nos côtés cette année. Ouais, puis Diplomatie, c'était un très grand film, moi je trouve que c'est un très beau film, au même titre que Le Coup de grâce ou Le Tambour, qui à l'époque en plus avait fait beaucoup parler de lui à l'international, donc c'est aussi l'un des films qui l'a fait connaître. Il a traité en plus, c'est ça qui est très intéressant, de conflits très divers. Il n'a jamais que parlé de la Seconde Guerre mondiale, ce qui pourrait être central pour quelqu'un né en 1939 en Allemagne, mais finalement il traite de conflits très différents. Et c'est ça aussi qui fait que pour nous c'est très intéressant de l'avoir avec nous.
Puis alors, il y a une section que j'aime bien, qui est celle de la comédie italienne par la guerre, et on s'aperçoit que, effectivement, la comédie italienne, du coup, ça m'a sauté aux yeux, a souvent fait des films de guerre où la guerre était présente, omniprésente. On pense à celui avec Coluche et d'autres, et traité sous la forme de l'humour, mais en même temps de façon assez grinçant. Totalement. Et en fait, c'est aussi pour ça, on tient, comme vous le disiez plus tôt, que des fois la thématique peut être un peu lourde, donc on tient à avoir des sections un peu plus légères, et dès qu'on peut mettre de la comédie, on en met. On avait eu Daniel Thompson pour La Grande Vadrouille il y a quelques années, et on aime bien vraiment mettre un maximum de comédie quand on peut en mettre, parce que c'est aussi un autre regard sur la guerre qui peut être parfois tout aussi intéressant et piquant. D'ailleurs sur certains sujets, et là effectivement on s'est rendu compte en fouillant un peu dans nos mémoires et dans ce qu'on voulait mettre en avant, que la comédie italienne avait vraiment sa place dans les années 50 et 60 jusqu'aux années 80, alors que on pense souvent au mouvement très important du néo-réalisme italien à la sortie de la guerre, qui a vraiment été primordial pour le cinéma et où la guerre était vraiment centrale, et là qui pour le coup était vraiment beaucoup plus du côté du drame, mais au final très vite la comédie s'est emparée de ce sujet-là aussi pour donner des films extrêmement intéressants, d'où cette sélection. Mais déjà, même dans le néo-réalisme, il y en avait quelques-uns qui pointaient leur nez. Je vois, on en découvre beaucoup grâce à Carlotta qui fait un énorme travail sur la recherche de films. Et je pense à ce film où le chef va chercher des prostituées pour les emmener, je ne sais plus dans quel coin, avec une histoire d'amour qui se fait. Et on était déjà dans le néo-réalisme au début, quoi. Oui, totalement. Alors, pour terminer, il y a les courts-métrages aussi, où là aussi vous faites un énorme travail, et parfois même vous en produisez, puisqu'il y a des cahiers d'écriture, il y a des ateliers d'écriture. Oui, exactement. Alors en l'occurrence, les courts-métrages, c'est moi qui m'en occupe, donc c'est toujours c'est une grande responsabilité. On est très content de le faire aussi, parce que c'est mettre des jeunes cinéastes en avant avec certaines premières œuvres. Et en l'occurrence, donc pour l'anecdote, moi tous les ans, à partir de janvier, je regarde entre 150 et 200 films pour en garder une quinzaine. Donc c'est toujours assez passionnant. C'est énorme, oui, et de voir des voix très différentes, sur des thèmes très différents, sur des durées très différentes et des formats très différents. Et c'est toujours assez passionnant de voir comment, en très peu de temps, parfois, on peut aborder des thématiques aussi complexes que celles qui sont abordées dans le festival. Et je trouve toujours que c'est une très belle porte d'entrée aussi pour comprendre mieux certains conflits et certains points de vue sur les conflits. Et effectivement, à côté de ça, on a la WOS Fabrique qui est très importante aussi pour nous depuis le départ, puisque c'est de l'aide à l'écriture, mais aussi au développement et à la production de courts-métrages autour de notre thématique, et qui en fait concerne vraiment que des jeunes auteurs, puisque c'est des jeunes qui viennent d'écoles de cinéma, mais à travers toute l'Europe en fait. En France, la FEMIS, mais il y a aussi des écoles en Allemagne, en Pologne, en Espagne et en Roumanie. Donc c'est là aussi c'est super important pour nous de suivre ces jeunes voix-là, et du coup cette année on diffuse le film qui a été produit l'année dernière. Tous les ans on fait ça en fait. Non mais je trouve ça c'est important, ce que fait pas tous les festivals. Non, totalement. Et pour nous, c'est vraiment le festival a valeur de regard sur cette thématique-là, mais il faut aussi agir. C'est toujours évident, et c'est une façon de le faire aussi pour nous. Parce que ça, je dirais même ce que font pas tous les festivals, et que c'est même assez rare, où on est des ateliers de travail, quoi. On a des fois un des réalisateurs qui vient, qui intervient, qui fait une masterclass plus particulièrement qui s'adresse aux professionnels, mais il n'y a pas cette volonté d'inscrire aussi un travail de fond et de création. Moi, j'aime beaucoup War Screen pour ça aussi. Oui. Merci, mais effectivement, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et puis, puisque c'est vous qui faites les cours, bravo, parce que je trouve que c'est un travail là aussi difficile de trouver des pépites, et qui montre bien en même temps un état des lieux sur la question à travers ces courts-métrages et ces jeunes qui ont choisi cette thématique. Et aussi souvent, comme on disait tout à l'heure, cette jeune génération qui arrive, c'est dans les courts-métrages qu'elle naît. C'est là qu'elle propose aussi des formes nouvelles, qu'elle associe des genres et du non-genre, qu'elle associe des formes complètement différentes entre elles que les réalisateurs plus affirmés n'oseraient peut-être pas faire aujourd'hui.
Oui, totalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour nous, c'est aussi... c'est important. Je fais très attention aux noms qu'on sélectionne, puisqu'on se dit toujours qu'il y a effectivement possibilité plus tard de les retrouver ailleurs et de se dire « Ah bah tiens, ouais. on avait effectivement soutenu ce film-là, on avait bien choisi. » Ouais. Et il y a des voix qui sont des voix émergentes de ces courts-métrages-là, où à chaque fois on sait que c'est des gens qui auront évidemment un avenir radieux et on leur souhaite tout le meilleur. Je dirais presque que vous préparez les prochains invités du festival. C'est malin quand même. Je plaisante. Hein. Et vraiment, je plaisante. Que l'auditeur n'aille pas penser qu'on est dans le premier degré parce que d'abord, ça ferait cher pour avoir des invités. Puis il faut le temps qu'ils arrivent. Et puis certains, parfois, n'arrivent pas parce que c'est un métier aussi, il faut le dire, difficile. Oui, totalement. Et alors, la programmation, moi je trouve que cette année, déjà elle est toujours belle, mais cette année, je dirais qu'elle est particulièrement forte, avec Affronter l'obscurité, Frémont qui a obtenu un prix à Deauville, qui est un très beau film sur l'émigration, Goodbye Julia, dont on parle beaucoup, Erotico, La fleur du Burti, Le déserteur, Les derniers hommes aussi, qui est un film coup de poing, moi je dirais, La lueur d'Éden. La compétition est vraiment particulièrement réussie cette année, et même en perspective, on est aussi très content de certains de nos choix, et notamment, c'est un de nos films un peu majeurs, je pense, cette année, mais on est très heureux d'avoir La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui est reparti avec le Grand Prix à Cannes, et qui, pour tous ceux qui l'ont vu, a été une déflagration absolue, et en l'occurrence, ça a été mon cas, et pour nous, il était évident qu'il nous le fallait dans cette édition, et on est très content de lui offrir d'ailleurs 2 séances durant le festival, et c'est vraiment un film absolument fantastique et majeur, donc on est vraiment ravis de l'avoir parce que il a toute sa place évidemment dans une sélection comme la nôtre. Et est-ce que dans le paysage local, je pense qu'il s'est bien installé, est-ce qu'aujourd'hui, dans le paysage national, voire international, par rapport au public, je parle pas par rapport aux invités, parce que là, je crois que le travail est fait. Il reste encore un travail à faire, ou alors on s'aperçoit que d'année en année, l'influence s'étend et les gens viennent d'un peu partout. Alors l'influence s'étend, ça c'est sûr, y compris d'ailleurs malgré les années difficiles du Covid, la n'a cessé de se développer, mais il y a toujours un travail à faire. Je pense sur un festival comme celui-là, de toute façon on ne peut qu'évoluer et progresser. Je pense que c'est n'importe qui dans le domaine de la culture dirait de toute façon. Donc on réfléchit toujours à une forme d'évolution et à attirer toujours plus de monde vers ce festival-là, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une progression et on est toujours ravis de travailler pour faire en sorte que ça continue. Je suppose que c'est un travail sur toute l'année. Totalement. Là, on finit de préparer celui-là et quelques mois après, on est déjà sur l'autre. On est déjà reparti pour l'année suivante. Ouais. Alors, je vais pas vous demander quelles sont les idées pour le prochain, mais est-ce qu'on on doit être à 2 semaines, 3 semaines maxi de l'ouverture. Est-ce qu'on est plutôt rassuré en se disant bon, puisqu'on l'a présenté, on en a parlé aux journalistes, on en a parlé un petit peu partout, il est bien accueilli, ça devrait bien se passer, ou alors est-ce qu'on a toujours un petit peu la boule au ventre avant que le clap de début soit donné? On a toujours, je pense qu'on est tous à avoir, on ne sait jamais trop de quoi est fait l'avenir. Nous, on est toujours rassurés parce qu'on voit bien que le public est là, qu'on a réussi à fidéliser vraiment une audience importante maintenant et qui ne cesse de croître. Donc ça, c'est primordial. On voit notamment qu'auprès des scolaires aussi, on a vraiment, le festival s'est imposé maintenant. C'est une évidence pour les scolaires de venir aussi au moins une séance du festival dans la région. Mais après, évidemment, qu'on anticipe toujours un petit peu, on est toujours tous dans nos rôles différents dans l'équipe à avoir une petite boule au ventre, mais c'est normal, il faut toujours en avoir une parce que c'est aussi ce qui permet de ne pas trop se reposer sur ses lauriers et de savoir aller de l'avant. Alors, mis à part Schandorf, est-ce qu'il y a d'autres invités qui sont prévus, prestigieux ou moins prestigieux? Est-ce qu'on aura beaucoup de réalisateurs en compétition et en perspective qui seront là?
Oui. C'est le cas quasiment tous les ans, donc on est très heureux cette année d'avoir la plupart des réalisateurs de longs métrages en compétition qui seront là, ou au moins une partie de leur casting pour venir défendre leur film. Donc ça, c'est toujours très intéressant, en plus de pouvoir dialoguer avec la salle à l'issue de la séance. Il y a pas mal de séances qui seront effectivement commentées par des professionnels, y compris en dehors de la compétition de long métrage. Et en perspective, on aura effectivement plusieurs réalisateurs qui sont là pour venir parler de leurs œuvres. Donc c'est effectivement pour nous, c'est aussi très très important. Tout à l'heure, on parlait des scolaires. Je crois que les scolaires, ça a été le premier public le plus fidèle. Il me semblait que dès la première année, et ça s'est confirmé sur la deuxième année, ils étaient là et ils ont continué à être là. Et comme vous dites, ils sont aussi agrandis. Sachant aussi qu'il y a des séances qui sont proposées dans les villages alentours de Châlons. C'est ça. Il y a aussi Mourmelon, effectivement, qui est concerné, et Suippes, pour lesquels on présente aussi certaines séances, et pour lesquels on propose surtout un accompagnement, en fait. Quand certains viennent faire des ateliers qui sont proposés en marge du festival, ou qu'ils viennent voir un film, s'il y a l'opportunité et le temps, on essaye, notamment dans le domaine de la programmation, donc ça peut être mon travail ou celui de mes collègues, qu'on essaye d'assister ces plus jeunes avant ou après qu'ils voient un film, soit pour les aider un peu à appréhender le film qu'ils vont voir, soit pour en discuter avec eux à l'issue de la séance. Ouais. Donc je pense que c'est aussi ce travail d'accompagnement qui fait que depuis quelques années maintenant, ça s'est effectivement imposé et fidélisé. Et en plus, on propose aussi aux jeunes d'intervenir, puisqu'on a un jury étudiant pour les longs-métrages et un jury lycéen pour les courts-métrages. Et ça aussi, c'est majeur, je pense, dans la place qu'on donne à cette jeunesse et à la voix de cette jeunesse dans le fait de parler de cinéma. Là, on n'a pas parlé du président du jury de la compétition. Oui, effectivement. Ouais, qui, j'ai plus le nom en tête. Attendez, excusez-moi. Je couperai. Mais en fait, je crois qu'on ne l'a pas encore annoncé. Oui, peut-être. C'est pour ça que j'ai une... On l'a pas encore annoncé, c'est pour ça. Ouais. Donc, vous ne me le dites pas pour pas faire un scoop. Je crois que, à vrai dire, je vais être très franc avec vous, mais je veux bien que vous le coupiez, mais c'est que moi-même, j'en suis plus certain, donc... non, je plaisante. Voilà. Ouais. Je préfère effectivement ne pas donner de fausses informations. Ouais. Mais tout ça pour dire quand même qu'il y a un jury aussi de non prestigieux, de professionnels, pour, tout confondu, journalistes, réalisateurs, acteurs, etc. Oui, voilà. On a notre jury international et un jury presse. Voilà, et un jury presse qui est intéressant. Professionnel du cinéma, et notre jury presse aussi qui remet un prix, pour lequel, là encore, on donne autant la voix à des gens très imposés déjà dans le milieu et à des voix plus jeunes de médias plus jeunes aussi, parce que c'est tout aussi important. Bon, à Caen Ciné Région, dans le jury presse. Pardon? Je disais à Caen Ciné Région, dans le jury presse, je plaisante. C'est difficile d'être jury et juré. Effectivement. Ouais, là, je suis dans le jury syndicat, du syndicat du cinéma pour la télévision. Je peux vous dire que c'est pas évident quand même. C'est une lourde charge. Oui. Donc voilà. Bon, je pense que c'est à faire quand on est professionnel au moins une fois pour voir comment ça se passe. Mais bon, je préfère l'autre côté. En tous les cas, moi du coup, je vous donne rendez-vous au moment du festival. On se croisera. Puis on refera peut-être un point en cours de route sur les courts-métrages et puis enfin peut-être sur sur votre sentiment une fois que tout est fini et que le rideau se ferme. Mais pour notre part, on est plutôt rassurés comme d'habitude. On pense encore être un grand moment. Et pour nous, c'est toujours un grand moment de rencontrer des réalisateurs. Parfois qu'on a du mal à voir parce qu'ils se déplacent pas beaucoup, parce qu'on les voit pas beaucoup, ou parce que sont des réalisateurs qu'on découvre. Moi, je me souviens d'un réalisateur japonais où ça a été un grand moment de discussion et de partage. Oui, totalement.
c'est aussi ce qui compte notamment sur cet événement. Je trouve que tout le monde s'y retrouve, nous professionnels, parce que c'est quand même différent par rapport à d'autres festivals. D'abord, il y a même si la structure devient de plus en plus grande, il y a quand même un côté convivial et sympathique qui s'installe. Il n'y a pas trop de difficultés pour avoir les gens. Donc ça, c'est bien, même si nous, aujourd'hui, au niveau où on n'a pas trop de mal, mais quand même. Et puis, même au niveau public, etc. Et moi, j'aime bien aussi avoir un peu le pouls du public. Et jusqu'à maintenant, je touche du bois, on n'a jamais eu de gens déçus, de gens aigris, de gens qui... Il y a des gens qui aiment moins des films, plus d'autres, mais ça, c'est normal. Mais tous sont enthousiastes à la fois sur l'équipe, parce qu'il faut ça, il y a une équipe de bénévoles qui est assez nombreuse et qui vient de la région et qui est vraiment motivée, quoi. Qui est très très motivée, et on le dit autant aux bénévoles d'ailleurs qu'au public, de pas hésiter à venir nous voir aussi pour parler des films, justement pour parler de leurs sentiments. Oui. Donc, comme vous le dites, on tient à cette convivialité et qu'il y ait vraiment ces petits dialogues. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je pense que beaucoup de réalisateurs acceptent de venir, parce qu'il y a effectivement, il n'y a pas cette distance qu'il peut y avoir dans d'autres festivals. Donc il y a vraiment une proximité avec le public qui peut poser ses questions, qui peut donner son avis assez franc sur les films, et c'est ça qu'on aime aussi. Et on est les premiers à dire dans l'équipe de programmation qu'on est ravis de pouvoir discuter des films, même si parfois on court de droite à gauche pendant le festival pour faire tout ce qu'on a à faire, mais dès qu'on croise des gens, on est très heureux de leur parler de ce qu'ils ont vu. En tous les cas, j'en profite pour dire bravo à l'équipe, à son directeur, il y a longtemps qu'on lui a dit, mais à l'équipe, à la fois de professionnels et de bénévoles, parce que c'est du beau travail. Merci beaucoup.